toutes les chaises sont remplies. Allez-y, je vous en prie, mettez-vous là. Voilà, je vous présente les intervenants. Laure Bédier, qui est à mes côtés, directrice des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Soyez la bienvenue. Thomas Le Sueur, commissaire du développement durable au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Pierre Le Goff, bonjour, vous êtes maire de Guimaec, j'espère que je prononce bien. Référent commande publique de l'Association des maires de France. Hervé Fournier, vous êtes membre du conseil communautaire de Nantes Métropole, conseiller municipal de Nantes, délégué à la commande publique durable, alimentation et circuits courts, et vous représentez également France Urbaine. Pardon, c'est là où tout à l'heure on s'est parlé ensemble, et là je ne voudrais pas mettre de guerre entre le monde du raisin et du vin. Sébastien Martin, président du Grand Chalon, président de l'intercommunalité de France. Voilà, soyez les bienvenus tous les 5. Nous n'avons plus que 35 minutes, puisque vous le savez, la journée est extrêmement chargée et dense, et nous devons respecter les timings afin que les personnes qui nous suivent à la fois dans la salle et à distance puissent respecter leur emploi du temps. Alors pour cette plénière, on a prévu de l'articuler autour de trois questions. Trois grandes questions pour recueillir votre vision politique, votre analyse, votre ressenti, vos réflexions sur cette commande publique qui a un impact sur les territoires et leur développement. On va commencer avec la première question, Jérôme ? Oui, c'est surtout, à mon avis, destiné aux deux représentants d'un ministère. Si vous le voulez bien, on va prendre un petit peu de hauteur. On va commencer par vous, Laure Bédier, avec tout ce que vous avez entendu. Quels sont les messages que vous souhaitez faire passer pour qu'on participe ici, tous ensemble, les acheteurs de la commande publique, évidemment, au développement des territoires. Et on a bien compris, avec la présence aussi de Pierre Urmic, donc Bordeaux, capitale de l'économie sociale et solidaire, dans un objectif social et environnemental, tout ça étant lié. Je voudrais d'abord dire que j'ai été extrêmement rassurée par les propos qui ont été tenus, puisque ce sont des messages que je répète en boucle, et qui est que le Code de la commande publique permet de faire énormément de choses. Le Code de la commande publique est la transposition des directives européennes. C'est une boîte à outils très riche pour pouvoir acheter durable tout en soutenant économiquement les territoires. Le tout, effectivement, c'est de l'utiliser, de savoir l'utiliser. Alors, c'est effectivement pas forcément facile. La Commission européenne va nous aider, les échanges d'expériences vont nous aider, mais il y a tout dans le Code de la commande publique. Alors, je vais passer en revue très rapidement, même si certains outils ont déjà été cités. Il y a par exemple le sourçage, qui permet de mieux connaître les entreprises de sa région, de son territoire, les forces et les faiblesses des entreprises, et qui permet de réfléchir à ses besoins en fonction de l'offre qu'il peut y avoir sur le marché. Il y a bien sûr la publication des programmations d'achat, et j'ai entendu effectivement que c'était fait par certains d'entre vous. C'est quelque chose que fait au niveau de l'État la direction des achats de l'État, et nous allons très prochainement mettre à disposition de l'ensemble des acheteurs un site pour pouvoir publier l'ensemble de leur programmation d'achat, ce qui permettra aux entreprises de pouvoir s'adapter et en fonction des marchés publics des prochains mois et des prochaines années. Il y a bien sûr l'allotissement. Tout le monde sait que l'allotissement favorise l'accès à la commande publique et notamment l'accès des PME. Mais il faut bien avoir ça en tête lorsqu'on fait un marché public. Il faut aussi, dans le choix des critères, ne pas donner trop de place aux critères du choix. On a parlé de l'offre la mieux disante versus la moins disante. Il faut effectivement privilégier l'offre la mieux disante, l'offre écologique, économiquement la plus avantageuse. Et ça ne veut pas dire uniquement le prix, c'est aussi la qualité et la durabilité de l'offre. Il y a aussi le renforcement des avances pour les petites et moyennes entreprises. On a pris des réglementations, il faut les appliquer maintenant. Et puis, on peut aussi utiliser les dispositions récentes qui permettent d'acheter sans publicité ni mise en concurrence jusqu'à 100 000 € dans certains segments d'achat, donc notamment les achats innovants, et puis les marchés de travaux. Alors là, c'est assez temporaire, puisque ça se termine au 31 décembre de cette année, mais il faut savoir l'utiliser. Je vais dire aussi un mot rapidement, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, sur les nouvelles exigences en matière environnementale, et notamment donc, la loi climat et résilience, qui va obliger l'ensemble des acheteurs publics d'ici 2026, août 2026, à prévoir des critères, des clauses et des spécifications environnementales dans l'ensemble des marchés publics. Alors, Bordeaux Métropole est un bon élève, puisque j'ai entendu le pourcentage atteint, qui était assez formidable. Et donc, j'invite l'ensemble des acheteurs à faire de même.
Et puis on aura, mais je pense que Thomas en dira plus que quelques mots, le plan national des achats durables pour accompagner les acheteurs vers ces objectifs très très ambitieux. Je voudrais aussi citer les nouveaux cahiers administratifs des clauses générales qui sont publiés depuis avril 2021 et qui comportent une clause sociale, parce qu'on n'en a pas beaucoup, enfin je n'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, une clause sociale qui est déjà pré-rédigée et que l'acheteur n'a qu'à activer dans ses documents particuliers de marché. Elle est très complète et ça permet beaucoup plus facilement de faire de la clause sociale. Et puis il y a aussi bien sûr des clauses environnementales, notamment sur les déchets qu'il faut appliquer. Et le message que je fais généralement passer aux acheteurs, c'est de dire qu'il faut appliquer l'ensemble du cahier du CCAG et ne pas faire des dérogations qui conduisent à déséquilibrer ce CCAG. Donc surtout pas de dérogation en matière de clauses environnementales. Et puis pour terminer rapidement sur les sujets européens qui ont déjà été évoqués, effectivement il y a un projet très intéressant sur les subventions étrangères qui va permettre de rétablir la concurrence entre les entreprises européennes et les entreprises qui sont soumises donc au régime des aides d'État et puis les entreprises étrangères qui n'ont pas ce système. Il y a un instrument de réciprocité aussi qui a été évoqué qui permet d'exclure les entreprises originaires d'un État qui n'ouvre pas ses marchés aux entreprises européennes. Donc c'est très important. Et puis, je terminerai sur des conclusions du Conseil très récentes qui ont été adoptées dans le cadre de la présidence française, le 9 juin dernier, sur l'achat durable, et qui invitent la Commission et les États membres à travailler sur ce sujet. Alors, de manière sectorielle, l'idée, c'est d'identifier des secteurs prioritaires d'ici 2030 dans lesquels on insérait des obligations environnementales et que d'ici 2050, en fait, l'ensemble des secteurs soient concernés. Avec en parallèle une invitation aussi à réfléchir à une clause générale sur le modèle de ce que la France a adopté dans le cadre de la loi climat et résilience. Donc voilà, très rapidement brosser un panorama de tout ce que vous avez à votre disposition pour faire de l'achat durable tout en développant votre tissu économique local. Merci beaucoup. Merci Laure Bédier. Est-ce qu'on m'entend ? Merci Laure Bédier, voilà, je crois que maintenant on m'entend. Merci pour ces premiers mots donc, sur cette première plénière. Je me tourne vers l'autre représentant du ministère, celui-ci cette fois donc, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. On le sent bien, il existe un certain nombre de dispositifs pour relocaliser. Ça a été un des sujets notamment évoqués par la représentante de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus et qu'est-ce qui peut permettre d'accélérer ce mouvement ? Thomas Le Sueur. Merci beaucoup. Non, mais comme Laure Bédier, je trouve que les propos introductifs ont parfaitement campé le décor et montré la mobilisation à toutes les échelles sur la vision stratégique de transformation de notre économie pour qu'elle soit plus décarbonée, plus circulaire et plus coopérative. Et en effet, comme Laure Bédier l'a fort bien présenté, il y a tous les outils qui sont aujourd'hui disponibles. Donc la question, c'est de les activer. Et de les activer pour faire quoi ? Pour obtenir quel résultat ? Eh bien, pour avoir ce résultat de transformation de notre tissu économique, de nos modes de vie, de produire, de consommer, mais aussi, en effet, pour contribuer à ce mot supplémentaire que la représentante de la Commission européenne a rappelé, d'avoir une économie qui est plus résiliente. Et ça passe par des logiques de souveraineté. Et cette souveraineté, elle s'apprécie notamment par la localisation, la territorialisation des acteurs économiques que nous sollicitons dans le cadre de la commande publique. Mais ça ne peut pas être un objectif en soi. Il y a des règles de concurrence et de compétition qui demeurent valables et qu'il ne faut pas, qui ont beaucoup de vertus. Simplement, en ajoutant la dimension de la durabilité, de la responsabilité, eh bien, on trouve des arguments, des éléments supplémentaires qui permettent de mieux filtrer les offres, de mieux différencier ceux qui ont une contribution non seulement à la production des biens et services dont les services ont besoin pour réaliser leur mission, c'est l'objet même de la commande publique, mais aussi de contribuer à cette politique de transformation économique et d'y contribuer vraiment, contribuer d'une façon qui est sécurisée, parce que dans les critères, dans les clauses, dans toute la pratique de l'achat, on aura intégré ces éléments de durabilité qui vont avoir pour effet
de contribuer à ce que les entreprises sélectionnées soient moins éloignées de nos centres de décision, plus alignées sur nos objectifs environnementaux et sociaux, plus conformes aux ambitions politiques que nous portons. Je crois que c'est ça, c'est dans cet ordre-là que les choses se font, c'est par l'achat durable que l'on va contribuer à cette logique de meilleure souveraineté, qu'on traduit souvent par une logique de plus grande localisation des entreprises. Mais je crois que l'enjeu, c'est bien la souveraineté. Merci. Je vais demander à Vincent de laisser mon micro ouvert en permanence. Voilà, Vincent, merci de laisser mon micro ouvert en permanence afin que je puisse rebondir. Je me tourne vers vous, Pierre Le Goff. Vous êtes maire de Guimec. Pour celles et ceux qui habitent Bordeaux, Guimec, où ça se situe? Quelle est la taille de Guimec? 1000 habitants, c'est dans le Finistère Nord, à la frontière avec les Côtes d'Armor. Sur ce qui vient d'être dit, on était à un niveau national avec des représentants de ministères. Vous, du point de vue justement du maire d'une localité de la taille que vous venez de nous citer, ces tendances, qu'est-ce que vous pouvez nous dire entre ce qui vient du haut et ce que vous vivez sur le terrain au quotidien? Au niveau de la relocalisation des industries, finalement, effectivement, il le faut, et clairement, c'est à l'État de gérer ça. En donnant les objectifs, en essayant de le faire. Collez bien le micro juste contre le menton, vous entendez vous m'entendez là? Mieux. Oui, c'est mieux. Très bien. Après, évidemment, on se dit, il faut plutôt aller vers les régions de France où il y a déjà des friches pour éviter de manger du foncier, parce qu'au niveau local, effectivement, quand on fait venir des industries, ça crée des tensions sur le foncier, sur le service public, sur les infrastructures. Donc il vaut mieux effectivement aller là où il y a déjà des soucis finalement de chômage, où il y a les infrastructures. On peut aussi imaginer des reconversions de filières. Je pense bientôt on aura un petit souci sur l'automobile. Il y a également des choses à faire. Par exemple, vous parlez du Finistère Nord. Nous, on est au plein emploi. On a les maisons qui ont triplé de valeur. Donc vous nous mettez une entreprise, une industrie, ça crée des tensions sur l'eau, ça crée des tensions sur... de toute façon, les travailleurs ne pourront pas être logés. Tout ça montre quelque part que autant l'État, clairement, doit encourager tout ça, toute cette relocalisation, mais il faut clairement tenir compte du local et associer les acteurs locaux. Moi, je pense qu'en Allemagne, ça se fait par exemple au niveau des Länder, tout ce qui est économie. Les régions ont la compétence économique, les agglos aussi. Je pense qu'il faut clairement tenir compte de cet aspect-là. Ne pas oublier le principe de subsidiarité qui est cher à l'Union européenne, qui est très cher aussi à la Bretagne, qui était très riche en coopérative, à tous ces aspects qui viennent du bas. Voilà. Ne pas oublier le bas. On va rester justement sur ces remontées du terrain. On va évoquer les actions concrètes que l'on peut mettre en place pour structurer, accueillir ces nouvelles filières, notamment liées au réemploi et à l'économie circulaire. Je commence avec vous, Hervé Fournier, parce que vous êtes conseiller municipal de Nantes, je le rappelle, mais aussi représentant donc, de France Urbaine. Et si je peux me permettre, vous êtes en plein dedans en ce moment, avec toutes ces actions concrètes pour structurer ces nouvelles filières. Il s'en est sorti pour venir nous voir quand même. Donc. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Hervé Fournier à la commande publique à Ville de Nantes et Nantes Métropole, où on est en train de voter notre schéma de promotion des achats, puisqu'il a été voté à la ville vendredi dernier et demain à la métropole. Donc effectivement, c'est l'outil réglementaire que nous devons faire, mais au-delà, ça nous permet un petit peu de poser notre doctrine et de mettre en place un certain nombre de moyens pour faire coller l'ambition politique avec la mécanique des marchés publics. Alors effectivement, sur la question des nouvelles filières, donc moi je ciblais réemploi, économie circulaire, donc nos outils, et je suis d'accord avec ce que disait le collègue, il faut vraiment... prioriser ce dont on parle. Donc il faut... on a des leviers en termes d'animation territoriale, de mise à disposition de fonciers, de friches, de bâtiments. On a aussi la politique de l'emploi, aussi à l'échelle des métropoles sur lesquelles on peut activer. Alors concrètement, notre rôle, si on parle par exemple du reconditionnement, de la réparation de matériel numérique, téléphone, ordinateur, c'est d'identifier des nouveaux acteurs et de les accompagner dans le développement. Donc en fait, c'est avant même qu'on passe à la phase marché public, c'est-à-dire leur mettre à disposition des moyens de développement sur un territoire contraint, leur faciliter du recrutement. Vous parliez des tensions sur l'emploi. Donc ça, c'est de l'animation territoriale économique extérieure. Voilà. Et ensuite, dans le cadre des achats publics, oui, on peut sensibiliser nos acheteurs alors sur ces problématiques. De toute façon, le réemploi
économie circulaire, c'est 3 problématiques. Hein. C'est une problématique de gisement critique, hein, quels sont les matériaux disponibles, déconstruits ou désassemblés. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un savoir-faire à cet endroit-là? C'est en lien avec tout ça, de la manipulation, des heures qui vont peut-être passer par des clauses d'insertion, et puis des enjeux logistiques, d'acheminement. Donc, on peut le faire à l'échelle très grande, à l'échelle des travaux publics, avec des filières de concassage, de la logistique sur la Loire, etc. On peut avoir une approche macro sur ces filières ou des approches micro. Je sais pas, je vais simplement citer à titre d'exemple un sujet. Le matériel de scénographie des musées. On a tous des musées dans nos villes. Bon, très bien, oui. On fait des expos. Bon, comment on peut imposer que le matériel en fin d'expo soit réellement réutilisé, réemployé, en tout cas qui ne parte pas à la benne, comme ça se faisait dans l'économie culturelle par ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu à certains endroits. Donc, on impose une mécanique de réemploi. Ça veut dire que derrière, il faut une régie ou en tout cas une association d'insertion qui va mettre des hommes et des femmes pour désassembler, pour acheminer donc la question logistique et au final pour peut-être accompagner à la construction, à de nouveaux agencements. Et c'est ce qu'on a fait sur un marché il y a quelques mois qui nous permet de revisiter l'agencement de tous les lieux de convivialité sur un quartier à l'ouest de Nantes. Donc voilà. Donc là, il y a l'acquisition du matériel, il y a la maintenance de ce matériel, donc peut-être un nouveau marché finalement. Voilà, donc en fait c'est une nouvelle mécanique. Alors là on est passé par les marchés publics, mais il faut instaurer ça comme, j'allais dire, ça devrait même échapper, on ne devrait même pas l'écrire, ça devrait être quelque part obligatoire. Bon, ça c'est un micro-exemple, et on va faire la même chose avec les travaux publics, où là il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants, si on parle de gravat et tout. Donc là, on a signé une charte à l'échelle de la métropole avec la Fédération des travaux publics pour justement qualifier la façon dont on écrit toutes ces clauses et comment on fait monter en compétence nos acheteurs sur ces sujets-là. En fait, on signe avec des fédérations extérieures pour qualifier un peu l'état de l'art, des capacités des entreprises. Donc c'est le sourçage dont parlait Madame Bédier. Mais en amont, donc nous, on doit avoir un mécanisme apprenant aussi, ou en tout cas de veille ou de partage d'expérience avec nos acheteurs et nos services. Voilà pour ce qui est de l'accompagnement des filières nouvelles, j'ai envie de dire. Mais j'aurais pu citer d'autres exemples également. J'ai juste une question avant de passer peut-être aux autres exemples, pardon, Nathalie, sur ce que vous dites, et on est aussi face à une population d'acheteurs et d'acheteuses. Il y a le sourcing ou le sourçage, pour parler en bon français, qui est important. On le verra dans le courant de la journée, puisque ce sera dans une table ronde sur l'économie sociale et solidaire, la difficulté de sourcer les entreprises. Mais ça veut dire aussi un peu de contrôle, c'est-à-dire que si l'entreprise vous dit à l'issue de mon exposition au musée, je vous certifie que le matériel a été réutilisé ou réemployé. C'est pas simplement faire un joli cahier des charges avec de belles photos. Ça nécessite aussi un nouveau positionnement des acheteurs et puis de toute la chaîne de la commande publique. Oui, alors concrètement, nous, dans nos directions thématiques, on a ce qu'on appelle des cellules de gestion, hein, donc j'imagine aussi dans pas mal de services administratifs publics. Voilà, en fait, c'est les premières personnes à qui j'ai parlé de l'achat responsable dans le cadre du SPAR il y a quelques semaines. Donc, dans le cadre d'un séminaire interne où j'aurais dit, s'il n'y a pas de suivi de l'exécution effectif, et on va vous outiller, nous, avec la direction de la commande publique sur ces sujets-là, si vous, cellule de gestion, vous n'êtes pas réellement impliqués dans effectivement cette exécution, ça ne va pas marcher. Et donc, écrire des clauses, on est d'accord, c'est très facile. Mais si derrière, il n'y a pas le contrôle, alors soit sur pièce, soit sur site, là, il y a un petit bug. Donc, il faut, j'allais dire, il faut vraiment qu'on monte en moyen, ce qui pose aussi des limites, hein, en temps humain, en outillage, qu'il peut y avoir derrière toutes ces problématiques de l'exécution et donc de la redevabilité. La bonne exécution du contrat, on en reparlera d'ailleurs dans nos tables rondes. Sébastien Martin. Alors, vous êtes président du Grand Chalon, président de l'Intercommunalité de France. Je voudrais avoir aussi votre ressenti sur accueillir ces nouvelles filières. Donc là aussi, vous êtes d'accord avec Hervé Fournier, il y a un gros travail de pédagogie pour rédiger ces marchés publics, pour mieux comprendre les attentes, pour pouvoir accompagner aussi les acheteurs, la montée en compétences. D'abord, juste un tout petit mot sur Intercommunalité de France. Nous regroupons l'ensemble des intercommunalités de la communauté de communes à la métropole, y compris celle de Bordeaux qui nous accueillera au mois d'octobre pour notre congrès annuel. Et pour revenir au sujet dont nous parlons à l'instant, je crois que
ça fera écho aussi avec un certain nombre d'interventions qui ont été formulées juste avant. Plus nous produirons en France et en Europe, moins nous aurons besoin de nous protéger, entre guillemets, ou bien d'élaborer des règles qui nous permettent quelque part de favoriser ou, entre guillemets, de faire en sorte que nous soutenions les économies locales, qu'elles soient nationales ou européennes. Vous m'avez demandé d'intervenir ici sur ce sujet finalement de la réindustrialisation de notre pays ou de notre capacité à produire plus ici sur notre pays. Et je crois que c'est bien sûr à travers les outils qui sont dans la commande publique une préoccupation de l'ensemble des élus, quels qu'ils soient, d'avoir des marchés plus vertueux, d'être en capacité d'avoir des offres plus durables, de recycler, de soutenir l'économie circulaire, voilà. Mais encore faut-il que dans ce pays, nous produisions. Sinon, si nous sommes soumis essentiellement aux importations, nous allons avoir une difficulté. Je rappelle que ce pays a quand même divisé par 2 le poids de son industrie au cours des 20 ou 30 dernières années, alors que nos voisins européens avaient su arrêter ce mouvement-là. Ça veut dire qu'il y a un enjeu politique extrêmement fort autour de cela, alors qui peut se retrouver effectivement dans la manière dont nous conduisons la commande publique et qui montre un volontarisme en faveur de celles et ceux qui produisent en France. Mais on aura beau mettre toutes les clauses que l'on voudra dans le marché, je ne sais pas moi, de reconstruction d'une piscine, si les pompes à filtration qui font marcher la piscine ne sont plus produites en France ou en Europe, mais qu'elles sont toutes produites à l'extérieur, nous passerons un petit peu à côté de l'objectif qui est le nôtre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a aujourd'hui dans le pays, je crois, en plus de toutes les prises de conscience dont nous avons parlé, la prise de conscience de se mobiliser depuis le national jusqu'au local autour de ces enjeux-là. Alors oui, il y a des différences entre les territoires, c'est sûr. La Bretagne, aujourd'hui, certains secteurs bretons qui sont en forte tension sur le foncier, qui sont arrivés à un taux de chômage autour de 4,5%. J'étais il n'y a pas longtemps en Bretagne, ou même des secteurs autour de Nantes qui sont sur... voilà, on est arrivé à un taux de chômage extrêmement faible. Mais il y a aussi des territoires, et ça a été très bien dit, qui ont gardé une tradition industrielle et qui sont sans doute le creuset demain de la reconquête industrielle nécessaire du pays, et qui est fondamentale, et qui peut même venir un peu se heurter à certains autres objectifs. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure, ou qu'on en parlera, de zéro artificialisation nette des sols. Je ne sais pas comment on va arriver à concilier cela avec un enjeu qui est de quasiment doubler la part de l'industrie dans notre pays. Les Allemands sont à 22, 23, 24% de l'industrie dans le PIB, quand nous sommes à 11, 12. Et je pense que nous pouvons nous fixer, nous, la France, Madame la représentante de la Commission européenne, de faire aussi bien que votre pays natal. Ça ne serait pas honte à la France ou injure aux Allemands que de se fixer ce genre d'objectif-là. Et ça ne peut pas se faire comme ça, en claquant des doigts. L'État a initié il y a quelques années un nouveau dispositif qui s'appelle le dispositif territoire d'industrie, qui a engagé une remobilisation de l'ensemble du territoire autour de ça. Il y a un peu plus de 500 intercommunalités aujourd'hui qui sont mobilisées autour de ce dispositif territoire d'industrie et qui nous amène, de la même manière qu'on établit des schémas de la commande publique, comme on a parlé tout à l'heure, schéma de la commande publique responsable, à élaborer des vraies stratégies de relocalisation ou bien... Faisons attention à ce terme relocalisation. Je ne crois pas que le t-shirt Nike à 5 € sera produit demain à Chalon-sur-Saône. Mais qu'en tout cas... Je ne sais pas où vous l'achetez, votre t-shirt à 5 €, mais... Non, oui, vous avez raison. Nike, je suis demandeur de l'adresse. En fait, il devrait être vendu 5 €, regarde ce qu'il coûte. Oui. C'est ce que je voulais dire, voilà. Okay. Mais en réalité, déjà, essayons de garder sur le territoire national les productions et les innovations qui sont à venir, y compris dans des secteurs où on ne les attendait pas. Je pense par exemple, hier j'ai visité une entreprise qui travaille pour l'industrie du pétrole, qui fait des échangeurs de chaleur. Ces échangeurs de chaleur demain seront sans doute des sources de stockage des énergies renouvelables, car on sait bien qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet sur la production des énergies renouvelables et leur capacité à être pilotable et être pilotée. Donc l'industrie sera non seulement une source d'achat public sans doute plus responsable, plus durable, parce que
soumis à des normes qui sont les normes de l'Europe et pas les normes de pays qui respectent beaucoup moins quand même la protection de l'environnement, et seront aussi des solutions sans doute aux problématiques de développement durable à travers la recherche technologique. Alors Thomas Le Sueur, ça travaille par chaîne de valeur, hein, et aussi être capable de se projeter en 2030, en 2035. J'imagine que vous êtes d'accord avec Sébastien Martin. Ah oui, je crois que c'est effectivement bien l'objectif que notre pays poursuit. Mais bon, bien sûr, aujourd'hui, on parle surtout d'achat public. Donc, c'est essentiellement ce levier-là qui est au cœur des discussions. Mais bien entendu, il y a d'autres dispositifs de politique publique qui s'appliquent fort heureusement. Pour mettre tout ça en œuvre, je ne l'ai pas vraiment cité, mais Laure l'a évoqué, Laure Bédier l'a évoqué, il y a un plan national des achats durables qui vise à orchestrer la mise en œuvre des dispositions de la loi climat et résilience, et tout ça a vocation à se décliner chez chacun des acteurs publics, puisque ça concerne toute la commande publique. Et donc voilà, cette animation organisée par l'État, mais qui implique en particulier les associations de collectivités, les réseaux régionaux d'acheteurs. Nous sommes dans une région où il y a un réseau extrêmement actif qui est 3AR, que je salue au passage, pour mettre en œuvre ces dispositions qui sont très bien outillés, Laure Bédier l'a rappelé, mais qui ensuite demandent des changements de pratique, des changements de comportement, mais aussi des changements économiques. Et c'est là qu'est le lien essentiel avec ce qu'il y a quelques années on appelait l'écologie industrielle territoriale, qui est cette manière d'organiser à l'échelon local une coopération, ou en tout cas une stratégie de développement dans laquelle des entreprises investissent, se développent. Et c'est là que la commande publique est un signal économique extrêmement fort pour libérer ces logiques d'investissement. Et donc, à l'échelle nationale, nous avons engagé, c'est aussi une disposition de la loi climat et résilience, un travail par chaîne de valeur, c'est à ça que vous faisiez référence, consistant à prendre les grands secteurs économiques qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre, donc tout le secteur des transports, tout le secteur de la construction et du logement, tout le secteur de l'industrie agroalimentaire et en amont de l'agriculture, etc. Et on propose, et on fait venir l'ensemble des acteurs économiques de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval, pas uniquement les acteurs industriels qui ont bien sûr un enjeu de décarbonation propre à leur processus. La filière complète. Mais toute la filière, voilà. Donc si vous prenez la chaîne automobile, des constructeurs automobiles jusqu'à des associations d'usagers, les collectivités locales qui développent des schémas urbains, les bornes de recharge, les stations-service, enfin voilà, toute la chaîne de valeur, en disant comment vous projetez-vous à 2030-2035, quels sont les leviers de décarbonation et de transformation de vos chaînes de valeur pour finalement organiser une sorte de coopération entre ces acteurs. Et bien cette logique qui s'opère cette année à l'échelle nationale, elle a tout à fait sa vocation à s'organiser aussi à l'échelle locale dans une logique d'écologie industrielle territoriale en utilisant le levier de la commande publique comme ce signal favorable à un investissement et au déploiement d'une nouvelle offre. Car, bien entendu, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, ça a été évoqué un petit peu dans les propos introductifs, tout ce que l'on fait sur la commande publique, tous ces outils qui sont déployés, ne vont fonctionner que si en face, il y a une offre qui est adaptée. Et donc, il faut aussi développer cette offre. Et c'est ce cercle très vertueux de transformation de l'économie par une offre de plus en plus responsable, alimentée ou favorisée par une commande publique qui elle-même exprime ce besoin et de façon incrémentale mais rapide, le plus rapidement possible, fait que la commande publique devient 100% responsable, en tout cas avec des clauses et des considérations environnementales, et puis qu'en face, l'offre locale, dans les cercles de ce que veut dire le mot local, et j'y inclus l'échelle européenne, est une offre adaptée et qui permettent aux entreprises de basculer vers un modèle beaucoup plus responsable. Merci beaucoup Thomas Le Sueur. Alors avant de passer à la troisième question, juste Pierre Le Goff, vous êtes un homme de terrain, on l'a rappelé tout à l'heure, justement, quelles sont ces actions que vous menez, vous, pour cette filière de réemploi d'économie circulaire ? Alors, effectivement, il y a beaucoup, je pense, d'appétence de la population, généralement, pour ce genre de sujet, ce qui fait que, en fait, il faut plutôt accompagner, en fait, les projets. Dans notre secteur, par exemple, on a pas mal de structures qui sont là depuis très longtemps, les chiffonniers de la joie, ça s'appelle, que c'est un peu comme Emmaüs, et la recyclerie. Alors, c'est des exemples, par exemple, les chiffonniers de la joie, eux, récupèrent tous les meubles, font les vides-greniers, et
en refonte des meubles relativement vintage pour les collectivités territoriales. Bon, voilà, c'est un exemple de réemploi. C'est beaucoup moins cher en plus. La recyclerie prend tous les fins de chantier. Vous savez, tout ce qui reste, les 6 mètres carrés de placo, le ciment, etc., chez les particuliers ou chez les entreprises. Et après, les met à disposition à un prix extrêmement cassé, ce qui permet, de manière extrêmement simple et informelle, de faire tourner l'économie. Là-dessus, il faut se dire que c'est quand même toujours très informel, très local, ça dépend des initiatives personnelles. Donc c'est compliqué il faut dire ça, que ça va être compliqué à encadrer, mais il faut vraiment les soutenir de ce point de vue-là. Dire aussi que, voilà, avant tout, il faut faire confiance à ces acteurs, à ces associations, parce que souvent c'est ça. Et les collectivités, puisqu'ils ont souvent la compétence des déchets au niveau agglo, là, ont clairement un rôle à jouer là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Le Goff. Merci. Il nous reste encore 5 minutes, madame, messieurs. On a bien compris qu'il existait un certain nombre de dispositifs, et je crois que c'est vous, monsieur Lussueur, ou votre voisin, peut-être plutôt Hervé Fournier, qui le disait. Il faut aussi qu'il y ait des offres si on veut faire ce tissu en local. Comment faire, indépendamment de ce que chacun fait dans son coin, pour favoriser un peu l'accès à la commande publique des TPE, PME? Est-ce qu'il y a des choses à structurer, Laure Bédier? Est-ce qu'on peut faire même si l'expression n'est peut-être pas la meilleure, est-ce qu'on peut faire une couche de millefeuille supplémentaire entre le niveau du national et le niveau local pour favoriser un peu cet accès et avoir des TPE, des PME qui peuvent se mettre en ordre de bataille pour répondre? Parce qu'il faut bien le dire, on le verra cet après-midi, les petites structures, quand on leur parle de commande publique, elles mettent ça de côté en disant ça n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, ça va me prendre du temps, de toute façon je ne serai pas retenu. Alors comment faire pour inverser ça? Alors, je vais peut-être malheureusement continuer à rappeler ce qui a été fait depuis 5 ans pour les TPE-PME, et ça a été une vraie priorité gouvernementale. Et on a notamment beaucoup travaillé sur les avances, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais maintenant, il y a une obligation pour tous les marchés de l'État d'avoir des avances à 20% pour les TPE-PME, 10% pour les gros acheteurs et les établissements publics de l'État, au lieu de 5% pour les autres acheteurs. Et par ailleurs, on a totalement déplafonné, c'était une disposition de la loi Covid qui a été pérennisée, on a totalement déplafonné les avances qui peuvent se monter à 100%, et avec, c'est très important, la suppression de la garantie à première demande pour les avances de 30%, ce qui était un frein, notamment pour les PME, parce qu'elles devaient refinancer finalement leur garantie à première demande. Donc beaucoup de choses réglementaires. J'ai oublié de citer aussi le fait que tous les marchés globaux doivent réserver 10% du montant du marché aux PME. Donc beaucoup de choses sur les PME. Donc c'est un peu ce qu'on dit depuis le début. Donc on a les outils. Maintenant, il faut les appliquer. Alors, nous, au niveau national, on suit dans le cadre de l'Observatoire économique de la commande publique le nombre de marchés attribués aux PME. D'ailleurs, j'en profite pour dire que... Ça progresse ça progresse doucement, malheureusement, mais il y a tout de même 60% des marchés qui sont attribués à des PME. Alors, en valeur, c'est moins bon, c'est 30%. Mais si on inclut les sous-traitants, finalement, ce nombre est assez important. Cela dit, vu la part des PME la part que les PME représentent, voilà... Dans les entreprises françaises, ce n'est pas suffisant. Donc au niveau local, national, on a les instruments, c'est suivi. Maintenant, il faut effectivement se structurer au niveau local. Je pense que les chambres de commerce et d'industrie, par exemple, ont un rôle à jouer dans le relais en fait, des instruments à disposition des PME, les fédérations professionnelles. Mais ça, effectivement, c'est plus compliqué du point de vue de la direction des affaires juridiques, effectivement, à suivre. Sébastien Martin, vous souhaitiez intervenir sur ce point? Oui, je crois que c'est vrai qu'on peut toujours se dire c'est compliqué, tout ça. Bon. Mais la réalité, vous venez de le dire, il y a un certain nombre de règles d'assouplissement justement, au contraire, qui ont été apportées et qui font que pour les toutes petites entreprises, finalement, accéder à la commande publique, c'est considérablement simplifié. Et que parfois, déjà, quand on est une toute petite entreprise, quand on récolte un marché à 20 000 ou 30 000 euros, on est en dessous des seuils et on peut répondre sans quelque chose de très compliqué. Et ça fait un beau marché, 20 000 ou 30 000 euros, quand on est une toute petite entreprise. Donc je crois que ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Allez-y, je vous Deuxième élément, il ne faut pas avoir peur non plus du dialogue responsable entre les pouvoirs publics locaux et le monde économique. Et c'est plutôt sain
que régulièrement, enfin moi je le fais dans mon territoire, 1 ou 2 fois par an, je réunis l'ensemble des acteurs économiques pour leur dire voilà quels sont les projets sur lesquels nous travaillons. Voilà comment demain on va réaménager l'entrée de ville, voilà comment demain on va construire une école, voilà comment demain, et que les entreprises connaissent les projets qui vont arriver aussi sur le territoire, puissent aussi s'y préparer. Ça ne veut pas dire qu'on leur donne 6 mois à l'avance le cahier des charges et qu'on leur donne les éléments de la consultation. Mais un organisme justement intermédiaire ne pourrait pas peut-être rassurer ou faciliter justement l'accès à la commande publique? Je pose la question à Hervé Fournier, à côté de moi. Oui, donc dans les villes, on est habitué à dialoguer avec des petites structures ou des petits producteurs. Je parle notamment sur la question alimentaire, puisque nos cantines scolaires sont acheminées. Enfin, tout le monde fait l'effort de s'assurer d'un approvisionnement de proximité, pour ne pas dire local. Et donc, on est habitué à travailler avec des petits acteurs. Donc, évidemment, il y a des structures intermédiaires qui peuvent être des associations de producteurs, enfin des groupements de producteurs, ça peut être des mangers bio départementaux qui vont nous aider et qui vont aider les producteurs à sécuriser l'approvisionnement et logistiquement et en termes d'approvisionnement produit. Donc en fait, on est habitué et on a besoin de ces structures tierces. Et je voudrais terminer juste sur la question de l'ESS. Là aussi, Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, il y a une grande créativité dans les acteurs de l'ESS, on le voit sur la question des réemplois et tout. C'est aussi, donc il faut qu'on développe nos capacités à allotir, faire des marchés complexes et donner des signaux à la filière de l'ESS en leur disant n'ayez pas peur, hein, c'est le mot que vous avez utilisé monsieur, en disant assemblez-vous et répondez à nos marchés où on a fait l'effort de mettre un lot conditionnement réemploi, un lot logistique bas carbone, un lot maintenance, etc., où chacun d'entre vous a sa place. Et donc ces marchés complexes ne le sont pas tant que ça si derrière il y a des réseaux d'ESS notamment qui font l'effort de faire tomber les barrières qui sont pour moi moins techniques que psychologiques à cet endroit-là. Merci beaucoup. Merci. Ça fera le lien avec la toute dernière table ronde donc, sur l'économie sociale et solidaire dans l'après-midi. Donc nous pourrons en reparler. Merci Laure Bédier, Pierre Le Goff, Thomas Le Sueur, Sébastien Martin et Hervé Fournier. Merci à vous. On peut applaudir, bien évidemment. Voilà, tout au long de cette journée donc, des tables rondes, des plénières, mais aussi de la vidéo pour vous montrer un certain nombre d'entreprises du tissu local, voire un peu au-delà, puisque nous dépasserons parfois les frontières du département de la Gironde. Et je vous propose justement de découvrir un certain nombre d'entreprises qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire ou dans l'économie circulaire, avec d'abord A-Cloud qui est à Bordeaux, une solution d'isolation phonique de fabrication locale, IC à Pessac, une solution d'observation et de gestion des zones du littoral. Et entre les deux, eh bien, vous pourrez découvrir Bordeaux vue du ciel. C'est parti. Cela a été d'offrir une solution acoustique globale à un restaurant scolaire avec l'intégration de systèmes lumineux permettant aux enfants de gérer leurs propres problématiques sonores. Notre nuage acoustique est fabriqué en Aquitaine avec des produits responsables et locaux. Nous confions la fabrication des nuages à des ateliers protégés et garantissons une durée de vie de plus de 10 ans. La responsabilité passe aussi par la pédagogie apportée par nos solutions. Un engagement RSE plus prégnant, une économie circulaire devenue indispensable, une bienveillance réciproque, continuer à apporter des solutions complémentaires à travers la qualité de l'air, de la lumière, mais aussi de la responsabilité des occupants.
ICI travaille avec les administrations et les collectivités en charge de la mise en œuvre des politiques publiques sur le littoral et la biodiversité. Nous les accompagnons dans l'augmentation de leurs connaissances et la surveillance des enjeux environnementaux au travers de la donnée satellite. Nous sommes positionnés dans la filière des applications spatiales. Nous avons à cœur de porter les solutions les plus modernes qui soient, à la croisée du spatial et du digital, aux autorités environnementales, aux collectivités, mais aussi aux grands industriels, notamment dans le maritime, pour les accompagner dans leur transition écologique. Pour moi, l'entreprise, elle est engagée autour d'un triptyque. Tout d'abord autour de ses missions et de l'empreinte en matière sociétale et environnementale qu'elle laisse et va laisser à court, moyen et long terme, engagée de par les outils, les moyens qu'elle met en œuvre, mais aussi des pratiques individuelles de son personnel.